Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. La polymérisation de la N-vinylcaprolactam pour synthétiser les greffons a été menée par Raft. Alors je fais un bref rapide présentation de la Raft si tout le monde n'est pas familiarisé avec cette technique. Donc on utilise un amorceur thermique classique, radicalaire, qui va se décomposer en radicaux sous l'effet de la température. Ces radicaux qui amorcent la polymérisation du monomère pour former un macroradical, et ce macroradical, par une réaction d'addition sur le xanthate, suivie d'une réaction de fragmentation, va se transformer en chaîne dormante pour libérer un nouveau radical issu ici du xanthate qui pourra réamorcer une macromolécule. Et à nouveau, ce nouveau macroradical créé peut s'additionner, puis par fragmentation relibérer la chaîne dormante qui pourra à nouveau propager. C'est une technique de polymérisation qui permet de limiter la concentration en radicaux dans le milieu réactionnel, donc de limiter les réactions de terminaison, d'avoir un bon contrôle et de la masse molaire et de la dispersité en taille des macromolécules. Donc à partir de ce tronc qui comporte des greffons xanthate, nous avons appliqué une polymérisation Raft de la N-vinylcaprolactam pour venir synthétiser ici les greffons et obtenir un copolymère greffé. Ce copolymère greffé, on a pu faire varier la longueur des greffons, longueur qui est déterminée par Rmn du proton. Et donc, on va s'intéresser maintenant à ce composé de longueur de DPN intermédiaire. Si on regarde le comportement de ce copolymère greffé dans l'eau, on regarde par diffusion dynamique de la lumière jusqu'à une certaine température, ici vers 30 degrés, on voit qu'on a bien mycélisation du copolymère, mycélisation avec à l'intérieur de la micelle le tronc hydrophobe et donc la couronne hydrophile constituée des greffons N-vinylcaprolactam à l'extérieur. À partir d'une certaine température, on s'aperçoit qu'il y a agrégation par déstabilisation de la micelle puisque le greffon polyvinylcaprolactam précipite à partir d'une certaine température qu'on appelle la LCST. Alors si on regarde ce comportement d'un peu plus près, la LCST peut être déterminée par diffusion dynamique de la lumière à 33,5 degrés, ce qui est un peu faible puisque, comme je vous l'avais dit initialement, l'objectif c'est d'avoir une précipitation vers les 43 degrés pour relarguer le principe actif aux abords de la cellule tumorale. Pour remédier à cette température de LCST légèrement trop basse, nous avons incorporé de la N-vinylpyrrolidone dans les greffons en copolymérisant par voie Raft de façon statistique la N-vinylcaprolactam avec la N-vinylpyrrolidone. On s'aperçoit alors que pour un ratio molaire de 9 en caprolactam et 1 en N-vinylpyrrolidone, on peut augmenter la LCST ici à 38 degrés. Donc maintenant, il reste à ajuster la teneur en N-vinylpyrrolidone pour atteindre la température d'insolubilisation du greffon de 43 degrés. Alors en conclusion à cette première étude, une large gamme de copolymères greffés présentant un tronc polypsion-caprolactone et des greffons polyN-vinylcaprolactam a été synthétisée et caractérisée. Ces copolymères sont capables de mycéliser en milieu aqueux et on voit qu'il est possible d'ajuster la LCST par ajout de N-vinylpyrrolidone en vue d'applications biomédicales. Évidemment, des analyses cytotoxicologiques de ces copolymères devront être effectuées. Elles sont actuellement en cours avec des partenaires de l'université de Iași en Roumanie et pour l'instant les premiers essais démontrent qu'il n'y a pas de cytotoxicité de ces copolymères greffés. Alors je souhaitais également vous présenter une seconde approche totalement différente pour toujours des applications dans le domaine biomédical et qui passe par la synthèse de nanocomposites magnétiques et en l'occurrence superparamagnétiques. Alors, les nanocomposites magnétiques présentent de nombreuses applications dans le domaine biomédical. On peut les utiliser dans la séparation magnétique. Sur la nanoparticule magnétique, on vient greffer un ligand qui est capable de se lier sélectivement à une molécule ou une cellule présente dans un milieu complexe et par simple application d'un aimant, on est capable d'extraire cette molécule du milieu complexe.
On utilise également les nanoparticules dans le traitement du cancer par hyperthermie, envisagé en combinaison avec la chimiothérapie. Le principe, c'est que si vos nanoparticules ont une taille inférieure à 100 nanomètres, elles sont possiblement internalisables dans les cellules tumorales et par application d'un champ magnétique alternatif, on a une augmentation de la température au sein de la cellule et donc sa nécrose, sachant qu'une cellule tumorale est plus sensible à une augmentation de température qu'une cellule saine. On peut les utiliser également comme agent de contraste en IRM et on peut envisager de la délivrance ciblée de principes actifs. Alors pour synthétiser un nanocomposite magnétique, il y a différentes approches possibles. La première consiste à adsorber du polymère à la surface des nanoparticules. Le problème, c'est que ce sont des liaisons faibles qui sont établies entre la nanoparticule et le polymère et qu'il y a un risque de désorption dans le temps. La deuxième voie, c'est de synthétiser le polymère en milieu dispersé en présence des nanoparticules, typiquement en émulsion ou en mini-émulsion. La nanoparticule se retrouve à l'intérieur de la particule de latex. On obtient alors ce qu'on appelle des latex magnétiques. Et enfin, la dernière approche consiste en un greffage du polymère à la surface des nanoparticules. Cette fois-ci, c'est une liaison covalente, forte, qui est établie entre le polymère et la nanoparticule. Donc on a une meilleure durabilité dans le temps. C'est cette voie que nous avons retenue pour notre étude. Alors nous sommes intéressés à des nanoparticules d'oxyde de fer superparamagnétiques qui sont obtenues selon le procédé de Massart par coprécipitation de sels de fer 2 et sels de fer 3. Donc dans un premier temps, une première oxydation conduit à de la magnétite, et puis une deuxième oxydation plus poussée conduit à de la magnémite, Fe2O3. Cette magnémite, afin qu'elle soit correctement dispersée en milieu aqueux, va être peptisée. On va donc la charger en surface, ici par des charges positives, pour assurer de la répulsion d'ordre électrostatique en présence des charges et éviter leur agglomération. On obtient alors ce qu'on appelle un ferrofluide, c'est-à-dire que par application d'un aimant, c'est tout le fluide qui est attiré par l'aimant et non simplement les nanoparticules. Alors ici, on peut voir par une microscopie électronique à transmission un cliché des nanoparticules obtenues. On voit qu'elles ont des diamètres d'environ 10 nanomètres, donc extrêmement faibles, et relativement monodisperses en taille. Alors l'obtention de magnémite est également prouvée par analyse infrarouge, où on a les pics spécifiques de la magnémite qui sont obtenus. Elles ont été caractérisées, alors leur surface spécifique déterminée par BET de 130 m² par gramme, et surtout elles ont une densité d'hydroxyle relativement élevée, entre 8 et 15 micromoles par mètre carré. C'est important, on va se servir de ces groupements hydroxyles pour venir lier chimiquement le polymère à la surface des nanoparticules. Alors on obtient ce qu'on appelle un ferrofluide. Le ferrofluide, lorsqu'il n'y a pas d'application de champ magnétique, vous avez les moments magnétiques qui sont orientés de façon aléatoire. Par application d'un champ magnétique, ces moments magnétiques vont s'orienter dans le sens du champ. Toutefois, il n'y a pas d'aimantation rémanente lorsque l'on enlève le champ magnétique et donc il n'y a pas d'hystérèse à la courbe de magnétisme. On dit que les particules sont superparamagnétiques. Avant de venir greffer le polymère, nous avons préalablement greffé un alkoxysilane porteur d'une fonction amine. Cette fonction amine, on le verra, servira à amorcer la polymérisation du monomère qui nous intéressera. Le principe du greffage passe par, dans un premier temps, l'adsorption des fonctions amines sur les hydroxyles de surface des nanoparticules et par un mécanisme qu'on appelle le flip rotate mécanisme. Il y a un retournement du silane et son greffage à la surface via les groupements hydroxyles. Alors ce greffage peut être mené soit en milieu apolaire, comme dans le toluène, soit dans l'eau. Dans un milieu apolaire tel que le toluène, on va utiliser l'eau adsorbée à la surface des hydroxyles de la nanoparticule pour hydrolyser l'alkoxysilane et favoriser son greffage. Et dans notre cas, dans le toluène, la densité de greffage était supérieure à un greffage en milieu aqueux. Nous avons donc retenu cette voie de greffage. Alors les densités de greffage sont déterminées par analyse thermogravimétrique. Le greffage est également observé par infrarouge où on voit les bandes caractéristiques des fonctions siloxanes du silane et également des fonctions amines présentes sur le silane aminé que l'on a utilisé. Pour
Pour la suite de l'étude, nous avons choisi de greffer un polyoxydéthylène à la surface des nanoparticules. Alors pourquoi le polyoxydéthylène? C'est un polymère hydrophile, biocompatible, biorésorbable, c'est-à-dire pas biodégradable, mais il peut être coupé en syntons et éliminé par les voies naturelles. Mais surtout, il est connu pour éviter l'opsonisation, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu par les protéines du plasma et il va permettre à la nanoparticule d'avoir un long temps de circulation dans le vide. Il va la rendre ce qu'on appelle furtive. D'autre part, en venant greffer un polymère à la surface des nanoparticules, on espère avoir une stabilité, quel que soit le pH, pour éviter l'agglomération des particules. C'est-à-dire qu'au pH sanguin, il faut absolument que les particules soient désagglomérées, sinon elles auront une taille visible beaucoup plus élevée que ce que l'on attend pour pouvoir les internaliser dans les cellules tumorales. Donc si on schématise l'approche que nous avons menée, à la surface des nanoparticules, on vient greffer un polyoxydéthylène par voie de grafting from, c'est-à-dire qu'on va venir amorcer la polymérisation d'oxydéthylène à partir des fonctions silanaminées présentes sur la nanoparticule. En bout de chaîne, on obtiendra des hydroxyles au bout des POE, des chaînes POE, qui potentiellement pourraient être modifiées par un ligand, si on veut faire du ciblage ultérieur. Et donc, ce recouvrement par le POE de la nanoparticule évitera l'opsonisation. Et enfin, on devrait assurer une stabilisation d'ordre stérique, quel que soit le pH dans lequel on va disperser les nanoparticules. Donc voilà l'approche qui a été menée. Dans un premier temps, on est venu greffer un silane porteur de fonctions aminées. Et ensuite, ces fonctions amines ont servi à polymériser l'oxydéthylène. Donc ça nous a servi d'amorceur. Et la particularité, l'originalité de cette étude, c'est que la nanoparticule d'oxyde de fer est capable de catalyser la polymérisation d'oxydéthylène. On n'a pas besoin d'ajouter de catalyseur ou de passer par une voie de polymérisation anionique. On n'a pas identifié le mécanisme exact de la polymérisation. Toujours est-il que sans système catalytique, on peut faire croître ces macromolécules de polyoxydéthylène. Alors si on regarde le magnétisme en fonction du greffage, la courbe noire présente les nanoparticules brutes, non modifiées. La courbe verte après greffage du silane aminé, on voit une diminution, une chute du magnétisme liée à la présence d'une couronne organique autour de la nanoparticule. Et les mesures de magnétisme permettent ainsi de quantifier la part d'organique autour des nanoparticules magnétiques. Et enfin, la courbe rouge après greffage du polyoxyde d'éthylène. On peut alors quantifier par cette mesure de magnétisme, mais également par analyse thermogrammétrique, la teneur en POE greffé, qui est supérieure à 0,8 g par gramme de magnémite. On voit également qu'on conserve le superparamagnétisme après greffage du polymère. Enfin, par microscopie électronique à transmission, on peut voir ici les nanocomposites obtenus, constitués d'un cœur de magnémite et d'une couronne de POE. On respecte une dimension, un diamètre inférieur à 100 nanomètres pour envisager une internalisation dans les cellules, donc des applications in vivo. Autre paramètre qui est important, c'est la stabilité des nanoparticules au pH sanguin. Lorsque l'on parle de la magnémite brute, qui est peptisée, donc stabilisée par des répulsions d'ordre électrostatique, on s'aperçoit qu'à un pH entre 7 et 9, donc au pH sanguin, les nanoparticules précipitent, elles sont simplement déstabilisées à ce pH. En revanche, après greffage du POE, on assure une stabilisation de ces nanoparticules quel que soit le pH. On n'est plus sur de la stabilisation par répulsion électrostatique, mais par répulsion d'ordre stérique, donc indépendant du pH sur lequel on travaille. Alors en conclusion à cette deuxième étude, donc on a pu greffer de fortes teneurs en POE sur des nanoparticules d'oxyde de fer, de magnémite, afin d'obtenir un nanocomposite présentant donc des teneurs en polymère atteignant 0,8 g par gramme de magnémite. Ces nanocomposites sont stables en milieu aqueux, quel que soit le pH, et présentent un faible diamètre hydrodynamique pour envisager une internalisation dans les cellules tumorales et donc un traitement du cancer par hyperthermie. Pour valoriser encore plus ces nanocomposites, on pourrait envisager de coupler un ligand pour faire du ciblage auprès des cellules tumorales, puisqu'on a en bout de chaîne polyoxydéthylène des hydroxyles qui permettraient un potentiel greffage de ligands pour de la reconnaissance de cellules tumorales. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.